Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Édition spéciale question d'actualité au gouvernement. C'est à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne dans un quart d'heure. Parmi les thèmes, le retour des djihadistes, l'entrée à l'université, le glyphosate ou encore le lévothyrox. La révision constitutionnelle sur les rails pour la garde des Sceaux, elle sera votée en 2018. Nicole Belloubet l'a annoncé sur Public Sénat. Il faut dire que les tractations entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron vont bon train et le chef de l'État pourrait obtenir le soutien inattendu du Sénat. Explication à suivre. Premier discours d'un président français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Emmanuel Macron était à Strasbourg pour défendre la loi antiterroriste. À la veille de la sortie de l'état d'urgence, le chef de l'État qui veut aussi développer les alternatives à la prison pour lutter contre la surpopulation carcérale. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui et Mickaël Zamès. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on retrouve tout de suite Mickaël Zamès en direct de la salle des conférences du Sénat avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, pour une première réaction. Absolument, Monsieur le Ministre. Merci d'accepter cette invitation sur Public Sénat. Parce qu'on rentre quand même dans quelque chose d'important. C'est la fin de l'état d'urgence à partir de demain. La nouvelle loi antiterroriste. Cette nuit à minuit. Cette nuit à minuit. Et la loi antiterroriste va rentrer en vigueur. En quoi nous protège-t-elle plus des risques de terrorisme que l'état d'urgence? Je dirais qu'en tout cas, elle nous protège autant. Nous voulions à la fois sortir de l'état d'urgence parce que c'est un état d'exception, mais en même temps continuer à protéger nos concitoyens. Et moi, je veux remercier les sénateurs et les députés qui se sont réunis pour voter de manière très large la loi que nous avons proposée. Elle va nous permettre de continuer à assurer les grands événements sportifs et culturels avec les périmètres de protection. Elle va nous permettre de fermer les lieux de culte où on prônerait la radicalisation et la commission d'actes terroristes. Elle va nous permettre de surveiller un certain nombre de personnes, enfin de faire des saisies, et tout cela nous permettra effectivement de continuer à parer à la menace terroriste qui aujourd'hui reste grande. Vous entendez quand même aussi certainement les critiques. On dit que le pouvoir administratif, le pouvoir des préfets, de la police sera démultiplié. On n'est plus dans un état de droit. C'est ce qu'on entend. J'imagine que vous l'entendez également. Au départ, j'ai entendu cela, puis j'ai vu qu'au fur et à mesure que la discussion parlementaire avait lieu, d'abord au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale, ces voix se faisaient moins importantes, parce que je pense qu'au cours de la discussion, nous avons trouvé un équilibre entre sécurité et liberté, que ce texte aujourd'hui permet au contraire d'accroître un certain nombre de libertés. Regardez, si on ne pouvait plus, par exemple, demain, parce qu'on serait sorti de l'état d'urgence, parce qu'on n'aurait pas cette loi, organiser les marchés de Noël, chez moi organiser la fête des Lumières, ça serait une privation de liberté. Aller au spectacle, je regardais par exemple le spectacle des Rolling Stones qui était venu, je voyais qu'il y avait un périmètre qui avait été établi. Voilà, donc c'est cela, pouvoir continuer à vivre comme d'habitude malgré la menace. Malgré la menace que vous jugez toujours aussi forte? Oui, que je juge importante. Elle a changé de nature parce que nous avions auparavant une menace qui était exportée des territoires de combat. Aujourd'hui, avec la chute de Raqqa, la réduction du périmètre contrôlé par les djihadistes, on n'a plus cette menace-là. Mais reste sur Internet un certain nombre d'appels à commettre des crimes par tous les moyens, avec les moyens de fabrication d'explosifs, avec tout simplement un couteau que vous prenez, vous allez hélas assassiner un certain nombre de personnes. Et moi j'ai encore en mémoire ces deux jeunes filles sur la gare Saint-Charles à Marseille. J'imagine, Monsieur le Ministre. On a entendu beaucoup de choses aussi sur le retour des djihadistes, parce que vous parliez de la Syrie à l'instant, de ces familles qui reviennent et qui, par exemple, qui veulent être jugées. C'était le cas d'une famille. Laurent Wauquiez, chef de file notamment de la région Rhône-Alpes-Auvergne, dit simplement, aujourd'hui, il faut emprisonner
toutes les familles qui décident de revenir dès qu'elles rentrent sur le territoire français. Êtes-vous d'accord avec lui? Nous regardons bien évidemment, parce que nous sommes dans un état de droit, ce qu'ont commis les personnes qui reviennent. Pour ce qui concerne les hommes, à peu près les 2/3 ont été aujourd'hui emprisonnés, tout simplement parce qu'ils étaient sur les lieux de combat et qu'ils ont commis un certain nombre de crimes. Ce n'est pas totalement vrai pour les femmes, et évidemment c'est encore moins vrai pour les mineurs. Nous avons aujourd'hui des mineurs qui pour la plupart sont âgés de moins de 12 ans, donc il faut prendre en compte la diversité de ces cas. Mais oui, nous protégeons les Français, et ceux qui, parmi les hommes, ne sont pas aujourd'hui en prison sont suivis de très près par la DGSI, parce que nous ne voulons pas laisser nos concitoyens sans protection. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Séance de questions d'actualité dans un instant. François Patria, le président du groupe La République En Marche, va arriver d'ici quelques secondes. Merci. Merci à vous, Mickaël. À tout de suite. Nous vous en parlions hier. Le Sénat veut renforcer les sanctions contre l'installation des gens du voyage. Le débat vient d'avoir lieu dans l'hémicycle. On va d'ailleurs retrouver Tam Tranui. Tam, la proposition de loi n'est toujours pas adoptée. Et non, alors quelques mots sur cette proposition de loi. Elle est issue de la fusion de 2 propositions de loi, celle de Jean-Claude Carle, sénateur Les Républicains, et celle du sénateur centriste Loïc Hervé. Tous les deux sont des sénateurs de Haute-Savoie, un département frontalier particulièrement concerné par la question des installations illicites de gens du voyage. Et à travers ce texte, eh bien, les 2 élus relaient avant tout l'énervement de leurs administrés. Écoutez Jean-Claude Carle tout à l'heure dans l'hémicycle. La population est excédée. Elle ne comprend pas que d'un côté, la loi s'applique avec sévérité lorsqu'on dépasse ne serait-ce que d'1 heure un stationnement en ville, et que de l'autre, on fasse preuve de laxisme envers des personnes qui stationnent de façon totalement illicite, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur des terrains publics ou privés, en toute impunité, procédant à des branchements sauvages pour s'alimenter en eau et en électricité, et laissant ces terrains dans un état de dégradation inacceptable. Et face à cette constatation, la proposition de loi prévoit 3 choses. D'abord, durcir les sanctions à l'égard des gens du voyage en cas d'occupation illicite. Eh bien, les peines seraient doublées, allant jusqu'à 1 an de prison, 7 500 € d'amende. Ensuite, le texte veut accélérer les procédures d'exclusion. Et enfin, le texte entend clarifier les compétences. Il faut dire que tout le monde s'y perd entre les dispositions prévues par les dernières lois territoriales ou encore la dernière loi égalité et citoyenneté qui est entrée en vigueur il y a moins d'1 an. Personne ne sait qui de la commune ou de l'intercommunalité doit gérer la création, l'entretien des aires d'accueil. Par ailleurs, eh bien, se pose la question des petites communes, celles de moins de 5 000 habitants, doivent-elles être soumises aux mêmes règles d'accueil que les autres? Eh bien, le gouvernement estime que certaines questions, voire certaines argumentations sont légitimes, mais ne veut surtout pas assouplir les obligations d'accueil des collectivités. Écoutez Jacqueline Gouraud. Était-il nécessaire de changer la loi? Sûrement sur certains aspects. En revanche, le gouvernement ne peut pas accepter ou approuver les dispositions qui, dans le texte soumis à votre délibération, seraient de nature à affaiblir les obligations résultant des schémas pour les communes ou qui reviennent sur les outils dont dispose l'État pour les faire respecter. Sachez qu'aujourd'hui, eh bien, seulement 18 départements remplissent pleinement leurs objectifs de création d'aires d'accueil et que le gouvernement s'est dit prêt à un débat constructif et serein dans l'hémicycle. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces précisions. On croyait la révision constitutionnelle enterrée, mais à la faveur d'un rapprochement entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron, un compromis pourrait émerger. Et le chef de l'État pourrait ainsi compter sur le soutien inattendu du Sénat pour faire adopter sa réforme. Héloïse Grégoire. La garde des Sceaux l'a confirmé ce matin, la réforme constitutionnelle aura bien lieu en 2018. Au regard des entretiens qui ont eu lieu entre le président de la République, le président du Sénat, et puis des entretiens que j'ai pu moi-même avoir avec le président du Sénat au mois d'août, oui, la réforme constitutionnelle aura lieu. Les négociations avancent entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron, mais restent des points de blocage. Pour la majorité sénatoriale, la ligne rouge est le non-cumul des mandats dans le temps voulu par le gouvernement.
S'agissant du cumul dans le temps, bien sûr qu'il faut discuter. On le sait, s'agissant notamment des petites communes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal, moi qui viens d'un territoire rural, je le sais, à trouver des gens qui sont prêts à s'engager. Si on rajoute en plus une contrainte supplémentaire, je crains que cela ne porte atteinte durablement à la démocratie, et notamment à la démocratie de proximité. Autre sujet de débat, la réduction du nombre de parlementaires. Emmanuel Macron veut réduire d'un tiers le nombre de sénateurs et de députés. Mais pour ce sénateur de gauche, cette mesure n'est pas nécessaire et les départements risquent de ne plus être assez représentés. J'ai bien compris que beaucoup de gens aujourd'hui souhaitaient une diminution du nombre de parlementaires. Et je dis on n'a pas besoin de réforme constitutionnelle pour ça, à moins de remettre en cause un certain nombre d'autres principes. Mais je m'interroge néanmoins sur l'utilité de la chose. Enfin, pour moi, c'est plus de la com que réellement quelque chose qui permettra de recréer du lien et de la confiance entre les élus et la population. À droite comme à gauche, on s'entend sur une chose, les discussions pourront réellement débuter une fois le texte sur la table. On va tout de suite retrouver Mickaël Zamès en direct de la salle des conférences du Sénat avec le chef de file des marcheurs, François Patriat, alors que l'on voit le Premier ministre Édouard Philippe qui vient d'arriver dans cette même salle des conférences. Mickaël, c'est à vous. C'est vrai, absolument. Le Premier ministre qui vient de faire son apparition avec le ministre de l'Éducation nationale. François Patriat, on a parlé de cette réforme constitutionnelle. Les choses semblent avancer, en tout cas Gérard Larcher semble enclin à vouloir faire adopter cette réforme, en tout cas en mettant quelques guillemets sur certaines choses. Est-ce que vous avez des informations à nous donner, vous aussi, sur cette réforme? C'est quand on rentrera vraiment dans le concret qu'on verra la bonne foi de chacun et l'envie vraiment. Je crois qu'au départ, l'ensemble des protagonistes sont d'accord pour que cette réforme ait lieu. Qu'elle ait lieu en 2018, c'est l'engagement du président de la République qu'il a fait au Congrès de Versailles. Là, il semble que sur la réduction du nombre de parlementaires, il y ait un accord tacite en disant effectivement on peut baisser aujourd'hui le nombre de parlementaires. Il semble que sur les modifications de fonctionnement des assemblées, pour que ce soit plus fluide, plus lisible, plus vivant, plus efficace, il y a un accord aussi. Il y a des désaccords qui surviennent, notamment aujourd'hui sur demain les périphéries électorales. Et le non-cumul des mandats dans le temps, bien évidemment, qui semble être important. Le premier point, c'est de dire quelle sera demain la circonscription électorale, si on se retrouve avec un sénateur par département. Je crois que le président Larcher a dit que lui, il tenait à la circonscription départementale, parce qu'il veut surtout que les territoires ruraux, je pense qu'ici tout le monde pense qu'il faut que les territoires ruraux soient justement représentés. Dernier point, c'est le cumul des mandats dans le temps. Alors, est-il valable pour tous les mandats ? Pour tous les cumuls, est-ce valable pour les petites communes aujourd'hui? Je crois que c'est autour de cela que se peut trouver l'accord, si des accords il y a. Donc si accord il y a, vous estimerez que le président du Sénat est un constructif? Il ne le dit pas en tant que tel lui-même, en tout cas il s'en défend puisqu'il dit qu'il est à contre-pouvoir, et que le Sénat devra être entendu. Je crois qu'il a formulé des exigences qui sont claires. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente à partir de là? Je pense qu'il y a des voies, non pas de consensus, mais des voies de dialogue qui peuvent être ouvertes effectivement. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour vous, en tout cas, si le président du Sénat tendrait la main au président de la République? Je crois que c'est dans la façon de gouverner du chef de l'État. Plutôt que d'aller tout de suite à l'affrontement ou de rester sur des positions, il entend dialoguer avec les gens. C'est la méthode de concertation, d'abord pour les grandes réformes, mais aussi pour celles qui concernent ceux qui sont le deuxième personnage de l'État. Il le reçoit, il l'entend, il l'écoute, il dialogue avec lui. Et je suis convaincu que le président Larcher n'est pas insensible. Vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron, il y a peu de temps. Voilà. Lors d'un dîner, on peut peut-être dire deux mots. Qu'est-ce qu'il vous dit, le président de la République, sur le climat actuel? J'ai rencontré le président de la République. Quand les rencontres sont privées, je ne donne ni le lieu ni l'heure et je n'en parle pas. Ce que je sais, c'est que le président de la République, il est déterminé. Il est confiant. Il croit aujourd'hui qu'il est capable de convaincre les Français et que les réformes qu'il a promis dans son programme, il entend les assumer. Il n'est pas jusqu'au boutiste, mais il est déterminé à faire en sorte que ce projet global, parce que c'est au bout de ce projet global qu'on jugera l'action du chef de l'État, et qu'il est confiant à la fois dans la méthode qu'il a choisie et dans le même temps dans l'avance des choses telles qu'elles se passent aujourd'hui. Merci beaucoup François Patriat, président du groupe La République En Marche au Sénat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Mickaël. Autre temps fort de l'actualité aujourd'hui au Sénat, c'est l'audition de Florence Parly, ministre des Armées. Elle était entendue cet après-midi par la Commission des Finances et elle est revenue sur les incertitudes qui planent toujours sur le budget de la Défense. On l'écoute. Je voulais revenir un instant sur un épisode qui nous a tous collectivement beaucoup occupés au cours des précédents mois, qui concerne les 850 millions d'annulations de crédits qui ont été décidées cet été et sur lequel beaucoup de choses ont été dites.
Alors, je voudrais dire tout simplement qu'il s'agissait d'une contribution nécessaire à la solidarité gouvernementale afin d'assurer la maîtrise de notre déficit public. D'abord, je me suis engagée à ce que la protection et les conditions de vie du soldat qui sont en opération soient préservées. D'autre part, je me suis également engagée à ce qu'il n'y ait aucune annulation de programme. Si bien que c'est en accord avec les armées que nous avons procédé à des décalages de quelques mois d'un certain nombre de livraisons de matériel qui ne sont sans lien avec les opérations, qu'il s'agisse des opérations sur le territoire national ou sur les opérations extérieures. Et on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Mickaël Zamès, c'est votre invité. Claude Malhuret, c'est le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat. Oui, ce qu'on appelle en quelque sorte les constructifs, les indépendants. Donc, on parlait de la réforme constitutionnelle à venir, en tout cas souhaitée. On a l'impression que le président du Sénat se transforme en constructif. C'est votre sentiment également ? Je crois en tout cas que le président du Sénat est par essence pour aller de l'avant et pour essayer de régler les problèmes. Alors je ne sais pas si on appelle ça constructif, mais en tout cas il est sans doute dans un état d'esprit positif, c'est ça. Par conséquent sur cette réforme, tout le monde est prêt, je crois, à discuter, à commencer par Gérard Larcher. Le problème, c'est qu'il y a deux parties dans cette réforme. Si on peut dire une partie qui pose de problème à personne sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de la Haute Cour de justice, de la Cour de justice de la République. Et puis il y a ce qui concerne les parlementaires, où un certain nombre de propositions, après tout, sont acceptables. Pourquoi pas ? Il paraît que les Français souhaitent qu'il y ait moins de parlementaires, donc peut-être il faut réduire le nombre. Mais vous seriez d'accord ? Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'en réduisant le nombre, on réduit beaucoup plus proportionnellement les parlementaires dans les départements ruraux, dans les départements peu peuplés, que dans les grands départements. Vous avez des départements aujourd'hui où il n'y a que 2 députés, ou 2 sénateurs, ou parfois même 1 sénateur et 1 député. Et par conséquent, si vous baissez, vous avez 25, selon le curseur, 25 ou 50 départements où vous vous retrouvez avec un seul député ou un seul sénateur, ce qui, évidemment, pose un problème majeur. Donc on imagine encore qu'il y aura quelques lignes rouges. Gérard Larcher vient de traverser le couloir. Ça veut dire que les questions d'actualité vont bientôt commencer. Merci Claude Malhuret d'avoir répondu à nos questions, Delphine. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, on va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle pour cette séance de questions d'actualité. Parmi les thèmes, on va en parler. Il y a le retour des djihadistes, le glyphosate ou encore le lévothyrox. On écoute tout de suite Gérard Larcher qui vient de s'installer au plateau. Alors, il n'a pas encore bien sonné. On va peut-être retrouver Tam Tranu en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, quels sont les thèmes qui vont être abordés ? Eh bien, vous en avez parlé, la question du retour des djihadistes va être abordée lors de cette séance de questions d'actualité. Mais voilà, Gérard Larcher vient de commencer à ouvrir la séance. On va tout de suite l'écouter. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes retransmis en direct sur Public Sénat. Notre site internet est sur Facebook. Chacun sera attentif au temps. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à l'approche de votre déplacement en Guadeloupe le 4 novembre, les questions de l'emploi, des déchets, tout comme celles de l'alimentation en eau potable et les transports constituent les principales préoccupations des Guadeloupéens. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la problématique du financement des investissements dans l'eau potable en Guadeloupe, ce que l'on appelle dans ma région le scandale de l'eau. Les coupures d'eau sont désormais quotidiennes en Guadeloupe. Kawukera, l'île aux belles eaux, est devenue l'île sans eau. Cette question est préoccupante dans un pays où le précieux liquide ne semble pourtant pas manquer. En effet, si nous ne souffrons pas d'une production insuffisante, l'état désastreux des réseaux et des installations connexes nous indique l'ampleur de la catastrophe. De façon systématique, les coupures d'eau ont lieu dans les communes, elles sont appelées tours d'eau. Ces coupures touchent et handicapent la quasi-totalité de la population. Le rendement de réseau est en moyenne à moins de 50%. Nos réseaux demeurent archaïques, datant pour la plupart de plus de 50 ans.
Suite à de nombreuses études sur la question du volume des investissements à réaliser, toutes, notamment la dernière étude du SGAR de 2016, s'accorde à admettre qu'il nous faudra, sur les 10 années à venir, mobiliser plus de 900 millions d'euros afin de mettre aux normes nos installations. Monsieur le Premier ministre, vous le comprendrez, cette situation doit changer. La question de l'eau est un enjeu à la fois économique, environnemental et sanitaire. Comment admettre qu'en 2017, dans une île tournée vers un tourisme de qualité, gage de son développement, nous puissions assister à de tels tours d'eau et que certains foyers se trouvent privés d'eau plus de 4 jours dans la semaine? Malgré les efforts financiers des collectivités locales, nous sommes très loin des montants nécessaires à la résolution de ce problème. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les différentes mesures d'aide que prendra le gouvernement sur cette question dans le cadre d'une véritable solidarité nationale? Rappelons que dans son programme présidentiel, le candidat Macron, devenu président de la République, indiquait qu'1 milliard d'euros serait consacré sur les 5 prochaines années à la Guadeloupe afin de résoudre les problèmes d'eau et d'assainissement. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique, Monsieur Nicolas Hulot. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Théophile, oui, je ne peux pas vous dire le contraire, la situation n'est pas supportable plus longtemps. Vous l'avez rappelé, la Guadeloupe connaît effectivement cette crise depuis un long moment de l'alimentation en eau potable et qui évidemment a été aggravée récemment par les coupures d'électricité qui ont été liées au récent cyclone. Et il n'est pas tolérable, ni pour vous ni pour nous, qu'une partie de la population française subisse des coupures d'eau quotidiennes. Par conséquent, depuis plusieurs années, l'État et ses opérateurs apportent d'ores et déjà un appui technique et financier important aux collectivités locales qui sont, comme vous le savez, compétentes en matière d'alimentation en eau potable afin de les aider à améliorer la situation. C'est vrai que la géographie de l'île et ses conditions climatiques rendent parfois difficile l'accès à la ressource en eau qui ne manque pas, comme vous l'avez évoqué. D'où les besoins d'infrastructures pour l'acheminer là où il y en a besoin. Et des investissements sont ainsi en cours pour la réalisation d'opérations prioritaires. Pour améliorer les infrastructures, des financements importants, plusieurs dizaines de millions d'euros, sont par ailleurs mobilisables jusqu'en 2020 via les fonds européens, les crédits d'État, l'Office de l'eau et le Conseil régional. Mais l'argent n'est pas le facteur limitant. C'est sa mobilisation qui va faire l'émergence de projets opérationnels finalisés qui est difficile. Partant du diagnostic qui a été dressé par un rapport interministériel, l'État a donc lancé un plan national d'action pour les services d'eau et d'assainissement en Guadeloupe. Et dans chaque département d'outre-mer, ce plan vise à renforcer l'efficience des investissements. Je voudrais dire pour terminer qu'il faut quand même saluer le dynamisme des collectivités de Guadeloupe sur ce sujet, qui font de ce territoire ultramarin un de ceux qui avancent le plus vite. Mon secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, qui travaille avec moi sur ce sujet, ira sur place en fin de semaine à l'occasion du déplacement du Premier ministre et ce sera donc l'occasion d'en tirer les enseignements afin de poursuivre le travail mené en soutien aux collectivités et dans le bénéfice des usagers, car c'est bien là l'essentiel. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est de notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne la gouvernance des aéroports régionaux et plus particulièrement celui de Toulouse-Blagnac. Le décret d'avril 2015 a permis au consortium chinois Casil Europe d'entrer au conseil d'administration à hauteur de 49,99% du capital. Les actionnaires publics locaux, conseil départemental, région Occitanie, Toulouse Métropole et Chambre de commerce et d'industrie s'étaient alors inquiétés de l'évolution de la gouvernance de cet outil de développement essentiel pour le territoire, infrastructure de transport hautement stratégique, y compris pour Airbus qui en est un utilisateur privilégié. Aujourd'hui, c'est l'avenir des dernières parts de l'État qui cristallise les appréhensions, puisque le décret stipule qu'une option de vente pourrait être exercée dès 2018. Ce sujet d'inquiétude s'est trouvé renforcé par les prises de position des actionnaires privés en conseil d'administration. Si 12,8 millions d'euros ont été redistribués aux actionnaires au titre des bénéfices des exercices 2015 et 2016, ce sont 15 millions d'euros de plus qui leur ont été versés en 2017 sur les réserves financières de l'aéroport.
Il me semble que ces dernières n'ont pas vocation à rémunérer un investisseur privé. Compte tenu de ces éléments et des craintes unanimes des acteurs publics, locaux et des industriels, pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous assurer que les dernières parts détenues par l'État ne feront pas l'objet d'une vente au consortium privé déjà présent, garantissant ainsi une minorité de blocage de 50,01% pour les acteurs publics, à moins que tout cela ne soit déjà inscrit dans le pacte des actionnaires qui n'a hélas jamais été rendu public. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Merci pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Laborde, vous avez parfaitement raison, il faut garantir à tous les aéroports régionaux une bonne gouvernance. S'agissant de l'aéroport de Toulouse, le choix fait par l'État était de céder 49,99% de ses parts à un actionnaire privé, actionnaire chinois. L'État a gardé 10,01% de ses parts. Il ne peut pas les vendre avant avril 2018. Je voudrais juste vous rassurer sur un certain nombre de points. Le premier, c'est sur le versement des dividendes. Il y a versement de dividendes parce que l'aéroport se porte bien. Et si l'État actionnaire a accepté qu'il y ait versement de dividendes, c'est tout simplement parce que les résultats sont bons, qu'il y a des investissements, 160 millions d'euros d'investissements prévus pour l'aéroport de Toulouse. Je pense que c'est une excellente nouvelle. S'agissant de l'actionnaire principal, nous ne connaissons pas ses intentions sur le long terme. Il a acheté 49,99% des parts. Nous ne savons pas quelles sont les intentions de cet investisseur sur le long terme et c'est à lui de préciser désormais ses intentions. S'agissant des parts de l'État, 10,01%, ce que je peux vous assurer, c'est qu'aucune décision ne sera prise sans consultation étroite avec les élus locaux, avec la région, avec le département, avec vous-même, Madame la sénatrice, avec la communauté, avec les communautés de communes et avec la ville de Toulouse et évidemment avec les entreprises représentées dans le cadre de la Chambre de commerce. Nous connaissons parfaitement la sensibilité du sujet. L'aéroport de Toulouse est un magnifique projet industriel. Il se porte bien, il a des investissements, il est lié à l'avenir d'Airbus qui nous tient aussi extrêmement à cœur. Donc soyez rassurés, aucune décision ne sera prise sans une consultation étroite des élus locaux et sans la certitude que ça aille dans le sens de l'intérêt général. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Pierre Ouzoulias pour 2 minutes pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues sénatrices et sénateurs. En novembre 2015, l'Agence européenne de sécurité des aliments a rendu un avis sur le glyphosate et a considéré, je cite, que son potentiel cancérigène était improbable. Le 13 avril 2016, le Parlement européen a demandé la divulgation sans délai des données scientifiques de cette expertise. Cette demande de transparence et de contrôle démocratique qui touche au principe de précaution est restée lettre morte. Le 5 octobre dernier, notre collègue Sabine Thillaye, présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, s'est interrogée, je la cite, sur l'indépendance et l'objectivité des agences européennes chargées d'évaluer la dangerosité des substances mises sur le marché et a saisi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur ce sujet. Dans une résolution du 24 octobre dernier, le Parlement européen a rappelé une nouvelle fois que l'évaluation scientifique des pesticides doit s'appuyer uniquement sur des études publiées indépendantes ayant fait l'objet d'un examen par des pairs et commandées par les autorités publiques compétentes. Le 10 octobre dernier, le commissaire européen Phil Hogan a déclaré à propos du glyphosate, je le cite, « Notre science montre qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Mais de quelle science s'agit-il ? Celle des entreprises mondiales, nouvelle inquisition du XXIe siècle, qui n'acceptent que les preuves scientifiques conformes à leurs intérêts et excommunie les chercheurs qui les contestent. La Commission européenne discutera le 9 novembre prochain du renouvellement de la licence du glyphosate. À tout le moins, il nous semblerait illégitime qu'elle se prononçât à partir d'un avis scientifique suspecté d'insincérité. Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de défendre devant cette instance les dernières résolutions du Parlement européen et notamment
l'élimination progressive et définitive du glyphosate avant 2022. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, Monsieur Nicolas Hulot. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias. En matière judiciaire, à défaut de preuves, on dirait que le faisceau de présomption est tellement dense que je pense que l'esprit du principe de précaution me semble tout à fait d'actualité. La semaine dernière, les États membres ont effectivement refusé de réautoriser pour 10 ans le glyphosate. Je pense que c'est un acte raisonnable. Le contraire aurait été irraisonnable. C'était un vote très attendu. Vous avez raison, nous sommes, y compris nous les responsables politiques, à la croisée parfois d'informations contradictoires, puisque vous avez évoqué certaines informations de certaines agences, mais je fais aussi référence à celle du CIRC, qui est l'agence aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle, et qui ne s'est jamais trompée dans son diagnostic, qui a bien dit que le glyphosate était un cancérogène probable. Et d'autres informations convergent vers nous, et je ne pense pas que nous puissions prendre de risques avec la santé, n'attendons pas la démonstration du pire pour mettre en place effectivement ce principe de précaution. La position du gouvernement sur le glyphosate, elle est claire. Nous plaidons pour une sortie du glyphosate d'ici la fin du quinquennat. Mais en parallèle, et c'est très important, et je pense qu'avec mon homologue de l'agriculture, nous allons y contribuer. Il est indispensable de dialoguer avec les agriculteurs qui, à juste titre, se sentent parfois prisonniers du glyphosate. Mais moi, j'en suis convaincu. Nous allons prendre le temps de faire émerger des alternatives. Certaines existent déjà, d'autres sont dans les tuyaux, notamment de l'INRA. Mais la priorité absolue aujourd'hui, c'est bien entendu de valoriser ces initiatives, de les identifier et de les partager. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est maintenant à Madame Françoise Cartron pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La réforme des rythmes scolaires entre désormais dans une nouvelle phase, conséquence du choix désormais possible entre la semaine de 4 jours et celle de 4 jours et demi. Très sollicités par les enseignants et les parents d'élèves, les maires sont confrontés à ce choix avec un élément important dans la décision qu'ils auront à prendre, le coût à assumer pour la collectivité. Ce coût suscite des interrogations, voire même de l'inquiétude pour les élus locaux et plus généralement pour tous les acteurs concernés par cette réforme. Or, pour les territoires qui ont parfaitement joué le jeu de cette nouvelle organisation et qui s'en déclarent très satisfaits, la poursuite des nouvelles activités périscolaires doit pouvoir s'effectuer dans les meilleures conditions d'accueil et d'offres de qualité, et ce, dans l'intérêt supérieur des enfants. Cela nécessite de la visibilité quant au type d'accompagnement financier. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pour l'année scolaire 2018-2019, quel sera l'accompagnement financier pour les communes qui maintiennent la semaine de 4 jours et demi et les activités périscolaires qui l'accompagnent? Quels critères seront retenus pour ce financement? Seront-ils identiques à ceux qui prévalaient jusqu'alors? Quelle pérennité pour ce fonds? Enfin, la CAF, qui a été amenée à participer elle aussi au financement, après, il est vrai, beaucoup de discussions, voire même d'incitations très fortes, Monsieur le ministre, envisagez-vous de défendre auprès de la CAF la poursuite de ces aides indispensables? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole et 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Cartron, c'est une question importante de cette année scolaire et aussi de l'année suivante, puisqu'en effet, c'est en ce moment que les maires, avec les communautés éducatives, prennent ces décisions. Merci pour votre question qui est tournée vers l'avenir et qui est donc tournée vers la qualité de ce qui va se passer pour l'organisation scolaire. Je rappelle que ce soit 4 jours ou 4 jours et demi, ce qui compte, c'est le contenu du mercredi en particulier et des activités périscolaires. Je vous confirme que le fonds est maintenu. Ce fonds est programmé en loi de finances en 2018 pour 237 millions d'euros.
il correspond à un calcul qui est le même que précédemment, c'est-à-dire 50 € par élève, 90 € en zone d'éducation prioritaire. C'est donc un effort dans la continuité qui est réalisé par l'État, ce qui vous montre bien d'ailleurs qu'il n'y a pas d'incitation à passer à 4 jours, mais tout simplement au contraire une continuité de la parole en la matière. Dans les temps qui viennent, nous serons concentrés sur les enjeux de qualité de ce qui se passe en matière périscolaire. Les moyens sont là. Et vous l'avez dit, il est important aussi d'être concentré sur la question des moyens donnés par les caisses d'allocation familiale. Nous avons un dialogue avec la Caisse nationale. J'observe de la bonne volonté. Je suis donc assez optimiste sur le fait que nous allons avoir au moins les mêmes moyens l'an prochain sur cette question. Mais nous allons progresser sur 2 points au moins. Le premier, c'est la simplification des procédures. Et tout le monde le souhaite. Et nous sommes en train d'y travailler. Le deuxième, c'est peut-être l'amplification de l'aide avec une veille sur la qualité de ce qui se passe. Or, nous le savons tous, il y a les fameux PEDT, les plans éducatifs des territoires, les projets éducatifs, qui sont très hétérogènes, on peut dire. Et donc, nous devons franchir une nouvelle étape. Cette nouvelle étape ne sera pas une étape quantitative, mais une étape qualitative, grâce aux moyens, mais aussi grâce à un travail plus collaboratif entre l'éducation nationale et les collectivités. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Cartron, vous avez 8 secondes. Et un peu de TVA, allez. Pour dire que je prends acte de cette déclaration du ministre et j'ai bien retenu le mot qualité par rapport à une évolution peut-être des aides qui seront données. C'est extrêmement important. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants République et Territoires pour 2 minutes. Monsieur le ministre de l'Éducation, c'est un élu fort de 22 ans d'expérience de maire qui se tient devant vous aujourd'hui inquiet. En juin, vous avez laissé la liberté d'organiser la semaine scolaire école par école. Dès septembre, 44% des communes ont décidé de quitter le dispositif des rythmes scolaires. Aujourd'hui, des académies demandent aux maires de se prononcer dès le 15 décembre pour la rentrée prochaine. Faire, défaire, il faut savoir tenir le rythme. Pour Jules Ferry, pour ne citer que lui, qui fut président de cette Chambre, l'école solidarise les territoires. Or, il est clair qu'aujourd'hui, le sillon des inégalités territoriales se creuse. Au fronton de nos écoles, nous pouvons lire liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté pour les communes lorsqu'elles sont contraintes pour des raisons financières dans leurs choix et leurs décisions? Où est l'égalité lorsque les activités peuvent être parfois gratuites, d'autres fois payantes, inexistantes, ou voire très divergentes, ou encore supprimées selon les écoles? Où est la fraternité si notre France se divise dans ses pratiques sur un sujet aussi fondateur de ses valeurs qu'est l'éducation? Modifier les rythmes scolaires, vous le savez, c'est changer la vie de nos enfants, mais aussi des enseignants, des employés municipaux et aussi l'organisation de la vie familiale et professionnelle. Comme l'a souligné un rapport du Sénat en juin, nous pensons et nous demandons qu'il y ait une évaluation de cette réforme. Alors, Monsieur le Ministre, laissez le temps à l'évaluation, donnez du temps à la concertation. Nos enfants, ce sont l'avenir de la France. Il est important qu'ils retrouvent les mêmes conditions, quel que soit leur lieu de domiciliation, sur l'ensemble de notre territoire. Alors ma question, Monsieur le Ministre, elle est extrêmement simple, très courte. Selon vous, quel est le bon rythme? Bien, sur un rythme de 2 minutes, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joël Guerriau, merci pour cette question qui me permet de prolonger la question précédente. Mais permettez-moi de vous le dire, la situation que vous avez décrite n'est pas celle d'un risque futur. C'est la situation passée, celle que j'ai trouvée quand je suis arrivé à mon poste. La situation que j'ai trouvée, c'était une situation d'inégalité profonde. Une situation d'inégalité entre des communes qui avaient parfaitement pris le rythme de 4 jours et demi et organisé des choses de grande valeur, et puis des communes qui se trouvaient dans une situation totalement désespérée. C'est pourquoi plus de 40% d'entre elles ont saisi l'occasion de ce décret pour passer à 4 jours. Personne ne les a obligées. Et même comme je l'ai dit précédemment, le fonds n'est que pour celles qui restent à 4 jours et demi. C'est donc, même avec cette incitation, elles ont choisi 4 jours. C'est donc une philosophie. Jules Ferry, que vous avez cité, disait que le principe d'autorité est justement ce qui est à l'opposé de l'humanisme et de la République. Eh bien, nous ne sommes pas dans le principe d'autorité, nous ne sommes pas dans l'argument d'autorité, nous sommes dans l'argument de liberté. Ce sont aux communautés éducatives de choisir ce qui leur va. Et tout à l'heure, la question de la sénatrice
Françoise Cartron, nous permettait de voir qu'on peut désormais se tourner vers l'avenir. Cet avenir, c'est un avenir pour s'intéresser non pas à une sorte de conflit entre 4 jours et 4 jours et demi, parce qu'il faut que vous sachiez, puisque vous parlez d'évaluation, que quand je suis arrivé sur mon bureau, j'avais un rapport épais de l'ADEP, considéré comme l'entité avec le plus grande expertise sur ces sujets. Et ce rapport montrait tout simplement qu'il n'y avait aucun effet sur la performance scolaire des élèves, selon que l'on était à 4 jours ou à 4 jours et demi. Alors ce que je vous demande aujourd'hui, c'est tout simplement de sortir d'une polémique qui maintenant est dépassée et de s'intéresser à la qualité, de s'intéresser au contenu, c'est-à-dire au contenu qualitatif de ces fameux PEDT, au contenu qualitatif de ce qui se passe le soir et le mercredi. Et certaines communes s'en sortiront bien à 4 jours, d'autres à 4 jours et demi. C'est ça le pragmatisme et c'est cela la liberté. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Marc-Philippe Daubresse pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Logement. Monsieur le ministre, en septembre, votre gouvernement a annoncé, à grand renfort de publicité, un choc sur l'offre de logement. Or, les mesures que vous venez de faire voter dans la loi de finances à l'Assemblée nationale vont provoquer un contre-choc sur cette offre. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en décidant notamment de recentrer le prêt à taux zéro qui concerne les primo-accédants à la propriété en priorité, notamment les jeunes couples de conditions modestes, vous allez mettre à l'écart 70% du territoire national représentant toutes les villes moyennes et toute la ruralité de notre belle France. Et c'est une décision tout à fait funeste. Je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que, bien sûr, ça a provoqué un émoi. Vous aviez prévu de supprimer le PTZ. Maintenant, vous avez décidé non plus de le supprimer, mais de le dégrader en passant d'une quotité de 40 à 20% d'aide de l'État sur la primo-accession qui représentait presque 50 000 PTZ l'an dernier, je voudrais le rappeler. Mais même en faisant ça, avec 2 ou 3 SMIC, pour un ménage qui gagne 2 à 3 SMIC, monsieur le ministre, vous allez faire passer le taux d'effort d'environ 35% à 41%. Ça veut dire que toute une série de jeunes ménages vont devoir abandonner leur projet d'accession à la propriété dans les villes moyennes, dans les zones rurales, que ça provoquera évidemment l'arrêt de l'activité d'un certain nombre de professionnels et que cela va provoquer évidemment un impact sur le logement et sur l'emploi dans le bâtiment. Donc, monsieur le ministre, en plus, au moment où les taux d'intérêt sont à 1,6%, vous pouviez faire un prêt à taux réduit. Vous auriez économisé 600 millions d'euros pour le budget de l'État sans toucher aux zones non tendues. Donc ma question est, allez-vous arrêter ce funeste projet? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre Daubresse, vous connaissez bien ce secteur pour l'avoir eu en charge. Et je crois que vous faites une présentation un peu négative, si vous me permettez, car nous vous avons largement entendu. Le PTZ tel que nous l'avons fléché aujourd'hui, c'est d'abord un maintien à 40% sur l'ancien, sur toutes les zones B2 et C, ce qui est significatif parce que c'est là où il y a le plus besoin d'accession dans le bâti ancien, et sur le neuf. Nous l'avons mis sur 2 ans, à 20% effectivement, mais je crois que c'est un équilibre tout à fait opportun et que ça ne va pas engendrer les conséquences que vous nous avez indiquées. En outre, il est important de relever que le gouvernement a prévu de mettre 110 millions d'euros sur l'ANA pour le budget 2018 et dans le grand plan d'investissement, vous avez fléché 1,2 milliard sur l'ANA et sur les rénovations contre les passoires énergétiques. Et j'ajoute, et je pense que vous y serez tout à fait sensible, que nous présenterons dans les prochains mois le plan ville moyenne, sur lequel Action Logement d'ailleurs interviendra de manière assez lourde une fois que la convention sera signée, et que ces 3 éléments constituent un réel effort pour la construction dans les zones détendues. Donc pas de catastrophisme, je vous assure que tout ira bien. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Yves Detreigne pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre des Outre-mer. Le Président de la République a témoigné en notre nom à tous de la solidarité nationale il y a quelques semaines à l'égard des habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le Président vient également d'effectuer une visite en Guyane où il a pu mesurer à nouveau l'ampleur des difficultés et des urgences. 2018 sera l'année de 2 scrutins cruciaux en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les acteurs calédoniens sont d'ailleurs à Paris cette semaine et je souhaite une issue positive à la réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa ce jeudi. Nous savons que vous mesurez, Madame la Ministre, à quel point la situation est explosive à Mayotte, pour ne pas dire plus. Plus que jamais, l'outre-mer est un sujet d'attention positive, mais aussi de préoccupation pour notre pays. Dans ces contextes localement compliqués, dans une période de disette budgétaire et de volonté de refondation de nos politiques publiques à l'échelle nationale, le Président de la République a défini, à l'occasion de son déplacement en Guyane, ce que la politique gouvernementale ultramarine ne sera pas ou ne sera plus, en disant « l'État n'est pas un Père Noël ». Cela est clair et peut être entendu sous certaines conditions. En revanche, cela ne définit pas positivement ce qu'est la vision de l'outre-mer aux yeux du gouvernement. Madame la Ministre, alors que les assises des outre-mer s'annoncent, pouvez-vous donc nous éclairer sur cette question? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, excusez-moi, c'est pas très beau, Détraigne. Je voulais vous dire qu'effectivement, le Président, je suis désolée, le Président s'est bien rendu en Guyane cette fin de semaine et c'est un geste fort que la première sortie du Président de la République soit en Guyane. La Guyane qui a connu, je vous le rappelle, l'an dernier, une crise politique très forte, suivie effectivement d'une crise économique et qui était en attente, non pas obligatoirement de plus d'État, mais de mieux d'État. Et c'est la réponse que le Président de la République a apportée. Vous le savez, c'était 194 mesures qui avaient été un engagement du gouvernement précédent et nous l'avions dit dès notre arrivée, les engagements seraient tenus. Aujourd'hui, c'est donc 100% des mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre et c'est les 3/4, bien sûr, des mesures sectorielles qui sont engagées. Il reste un dernier étage qui concerne 35 mesures qui avaient été pensées unilatéralement par les membres du collectif et sur lequel il faut travailler projet par projet, mais le travailler avec les collectivités territoriales. C'est ça le nouveau message du Président de la République. Il nous faut co-construire sur les territoires des réponses aux difficultés des territoires qui sont spécifiques. Co-construire, ça veut dire quoi en Guyane? Eh bien, ça veut dire de donner les moyens à la collectivité territoriale de pouvoir répondre elle-même au développement économique du territoire. Ça veut dire tout simplement que j'ai signé samedi une convention avec le Conseil territorial de 100 millions d'euros qui permettra à la collectivité mais aussi aux mairies de remplir leur part de responsabilité sur le territoire. C'est ça une réponse sur chaque territoire. C'est ça ne plus être un Père Noël. Ça a pu choquer le mot de Père Noël. Je vous rappelle qu'à Mayotte, il y a quelques mois, j'ai utilisé moi-même le terme de Mère Noël. Pourquoi? Parce que je suis une ultramarine moi-même et que ça fait des années. Ça fait des années qu'on répond aux besoins des Outre-mer, qui sont des problèmes structurels forts par un certain nombre de cadeaux. Eh bien non, ce n'est pas le choix de ce gouvernement. Et si moi je fais partie de ce gouvernement en tant qu'ultramarine, à la tête de ce ministère, c'est qu'à travers les assises de l'Outre-mer, nous voulons co-construire avec les politiques, avec les associations, avec les citoyens eux-mêmes. Et c'est cette nouvelle méthode que je propose aux Outre-mer et c'est pour cette raison que je suis investie ici dans ce gouvernement. Merci beaucoup. Je suis tendre avec l'outre-mer, comme vous pouvez le constater. La parole est à Monsieur Yvon Collin pour le groupe du Rassemblement. Ah, Monsieur Détraigne ne souhaitait pas répondre? Non. Monsieur Yvon Collin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Madame le ministre des Solidarités et de la Santé. Plusieurs centaines de plaintes viennent d'être déposées par les utilisateurs du Levothyrox dans le cadre de l'enquête sur la nouvelle formule.
Une perquisition a été menée au siège de l'Agence nationale de sécurité et des produits de santé. Cette affaire prend donc aujourd'hui une tournure judiciaire. Nous en connaissons les contours depuis sa forte médiatisation l'été dernier. Je les rappelle, plus de 3 millions de Français, dont 2,5 millions de femmes sous prescription. Un changement de formule en mars 2017 par le laboratoire Merck. Plusieurs milliers de patients gênés, voire handicapés, parfois gravement, par la nouvelle formule. Face à ces problèmes, face à la demande pressante des patients pour un retour à l'ancienne formule, la ministre des Solidarités et de la Santé a récemment annoncé que 5 nouveaux médicaments seraient disponibles. C'est une bonne nouvelle, mais que de temps perdu pour les patients, des patients qui ont donné l'alerte sur les inconvénients de la nouvelle formule, alors que ce problème aurait dû, me semble-t-il, surgir des instances de pharmacovigilance. Monsieur le ministre, à ce stade, sans vouloir préjuger de l'enquête, que savons-nous des responsabilités des acteurs impliqués dans la chaîne de surveillance des produits de santé? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Collin. Vous l'avez dit, on est sur un sujet qui ne prête pas à la polémique, mais qui prête à la transparence. À la transparence à la fois dans le choix du gouvernement de réagir dans le calendrier le plus rapide possible, mais aussi à la transparence dès lors que des plaintes ont été déposées, qu'une enquête est menée aujourd'hui. Vous l'avez indiqué, c'est au mois de mars que le principe actif était considéré comme devant faire l'objet d'un changement et que le nouveau produit est venu sur place. Près de 15 000 personnes ont été identifiées comme ayant présenté des souffrances graves qui ont été exprimées à partir du début du mois de juillet jusqu'au mois d'août. La ministre a très vite diligenté une enquête, une inspection, un contrôle, compte tenu des premiers symptômes tels qu'ils étaient apparus, et a diligenté cette enquête. Cette enquête a permis de montrer qu'il y avait effectivement des dysfonctionnements. Mon terme est évidemment générique sur une enquête qui est en cours, et il a fallu trouver d'abord des produits de substitution. La ministre l'a annoncé, 5 produits de substitution ont été mises en œuvre. 180 000 boîtes de l'ancienne version, le Tirox, ont été récupérées et mises sur le marché, ce qui finalement a été des délais relativement brefs. Relativement brefs dans un temps administratif, mais pas bref pour les patientes, pour les patients qui ont souffert effectivement de cela. Depuis la semaine dernière, un nouveau produit, 220 000 boîtes de thyroxin ont été aussi remises sur le marché, et la ministre, qui est actuellement au banc à l'Assemblée nationale pour l'adoption du PLFSS et ne pouvait répondre, et c'est pour ça que je le fais à sa place, a demandé aussi que d'autres produits soient disponibles sur le marché. D'ici quelques jours, quelques semaines au maximum, 5 produits seront en place. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de comprendre et d'analyser tout dysfonctionnement qui aurait pu amener à ce changement de produits sur le marché, tout dysfonctionnement dans la réactivité pour améliorer notre système. Il faut toujours évaluer cela et faire en sorte que très vite et au plus vite possible, les patientes et les patients concernés aient une solution médicale pour diminuer leur douleur et faire en sorte que demain, notre système de mise sur le marché, notre système de réactivité soit plus rapide encore. Je vous remercie. Merci, Monsieur Collin. La parole est maintenant à notre collègue Jacques Grosperrin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole et pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a suscité beaucoup d'espoir chez tous ceux qui déplorent que l'université française n'arrive plus à se hisser au même niveau que ses homologues étrangers. Le taux d'échec des étudiants grandissant, moins d'un tiers réussissent leur licence en 3 ans. Le Président de la République n'avait-il pas déclaré « Il faut arrêter de croire que l'université est la solution pour tout le monde ». Les Français, à plus de 66%, sont conscients également de l'absurdité d'un système éducatif qui tourne le dos au mérite. Ils seront prêts à entendre la vérité. Alors pourquoi éviter les mots prérequis et sélection? Ils sont prêts à entendre, Monsieur le Premier ministre, que l'université n'est pas la solution pour tout le monde, car la pire des sélections est la sélection sociale. Votre idée, et c'est vous qui le dites, n'est pas de dire oui ou non, mais de dire oui ou oui si, et de donner le dernier mot aux étudiants. Bel exercice sémantique qui fleure bon la prudence, peut-être même le compromis. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Premier ministre, que le mérite, que je qualifie de républicain, doit être le critère déterminant qui doit permettre d'orienter les étudiants et d'assurer l'égalité entre les citoyens?
Ne pensez-vous pas qu'en euphémisant votre projet initial et en cédant à ceux dont l'idéologie a mis à mal notre système éducatif depuis de trop longues années, vous risquez de faire rater à la France, à l'université et à ses étudiants une belle occasion de réforme? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, pendant très longtemps, j'ai le sentiment qu'on s'est plus posé la question de savoir si c'était les mots qui étaient importants ou si c'était la réalité. Et on tranchait souvent la question en se disant c'était les mots, les principes, en regardant peut-être moins qu'il ne le fallait la réalité de l'enseignement supérieur. La réalité de l'enseignement supérieur, quelle est-elle aujourd'hui? Elle est dans une sélection massive par l'échec. Elle est dans une sélection injuste par le tirage au sort. Quand je dis ça, je décris une réalité qui n'est pas satisfaisante et qui même à certains égards, pardon pour ce titre, pour ce terme, n'est pas glorieuse. Elle n'est pas glorieuse collectivement, dans un dispositif qui est pourtant essentiel à l'avenir de notre pays, à la formation de sa jeunesse, au relèvement du défi de l'intelligence collective, au relèvement du défi individuel de l'épanouissement par l'intelligence, nous obtenons des résultats qui ne sont pas glorieux. Alors, il y a encore de remarquables résultats à l'université, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur français, bien entendu. Mais c'est 60% d'une classe d'âge, ou plus exactement de ceux qui rentrent à l'université, qui, au bout de 4 ans, n'obtiennent pas leur licence. C'est ça la sélection par l'échec. Et c'est un tirage au sort qui est évidemment d'une très grande injustice. Nous avons voulu, avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et avec Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, concevoir un système qui permettrait d'apporter des réponses crédibles à ces dysfonctionnements. En faisant le pari de l'orientation, en faisant le pari de l'association des enseignants du second degré, des enseignants du supérieur, à la définition de ce qui est nécessaire pour que l'étudiant réussisse. Nous avons fait le pari de la réussite pour les étudiants. Cela passe par quoi? Cela passe par une meilleure orientation lors du second cycle. Cela passe par une meilleure information sur la réalité des filières, sur leur succès et sur ce qui est attendu d'un étudiant pour avoir les meilleures chances de réussir dans la filière qu'il aura choisie. Car, vous l'avez dit, Monsieur le sénateur, à juste titre, notre dispositif prévoit que l'étudiant a le mot final dans le choix de la filière. Mais c'est l'établissement qui a le mot final en matière de définition du parcours de l'étudiant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un étudiant qui a un projet, qui est motivé, qui veut s'inscrire dans une filière, il pourra le faire. Il pourra le faire, mais il sera accompagné quand l'établissement, qui fera une analyse individuelle de chacun des dossiers, considérera qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour être mis dans une situation où nous pourrions dire de façon crédible qu'il va réussir dans cette filière. C'est donc de l'orientation, de l'accompagnement, des moyens supplémentaires aussi. 1 milliard d'euros si l'on additionne les fonds au titre du grand plan d'investissement et les crédits budgétaires mis à disposition des établissements d'enseignement supérieur dans les 5 années qui vont s'ouvrir. À côté de cette pari de l'orientation, il y a aussi la volonté d'améliorer la situation matérielle des étudiants, de transférer du pouvoir d'achat vers les étudiants pour faire en sorte que leur parcours étudiant s'effectue dans de meilleures conditions. C'est le sens de la suppression de la cotisation de sécurité sociale étudiante et du rattachement de l'ensemble des étudiants vers le régime général de la sécurité sociale pour avoir un meilleur service, pour avoir de moindres frais de gestion et pour récupérer du pouvoir d'achat pour les étudiants. C'est un grand plan d'ensemble et je suis déjà à 3 minutes 42 et je sens derrière le président Larcher qui bout. Donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais je voudrais vous dire, monsieur le sénateur, que ce qui est en jeu dans cette réforme, c'est la réussite des étudiants. Ce n'est pas des grands mots, ce n'est pas des grands principes, c'est la réussite de chaque étudiant. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et je maîtrise ma température. Monsieur Grosperrin. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mais c'est vrai, derrière les mots, des fois, il y a des mots aussi. Et je crois que c'est important de dire les choses parce que prérequis, sélection, ça veut dire aussi, à un moment donné, que des lycéens seront en capacité de travailler, de faire en sorte de savoir que c'est compliqué de rentrer à l'université et ça mettra en place un niveau d'exigence. Et puis enfin, je crois que c'est important aussi de le dire, il est important aussi de faire attention à un signal qu'on entend beaucoup par ici,
le fait que le président de la République serait peut-être en capacité, lui, c'est pas un mot, c'est une information qu'on aurait peut-être, soyons vigilants sur cet aspect catastrophique, si c'était véritablement vrai, le fait qu'il veuille sacraliser, en tout cas fêter mai 68. Merci. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Laure Darcos pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. L'État islamique a perdu une bataille. De ses fiefs de Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, il ne reste plus que des villes ravagées et des populations anéanties. Mais les terroristes n'ont pas dit leur dernier mot. Le pire est sans doute à venir. Partis en Syrie pour combattre aux côtés de Daesh, un couple et ses 3 enfants souhaitent être rapatriés en France après avoir été capturés par les Kurdes du PKK à Raqqa. Mais plusieurs dizaines seraient déjà revenus sur notre territoire, peut-être prêts à commettre l'irréparable. Une horreur que nous ne voulons pourtant plus revoir. Combien sont-ils, Monsieur le Ministre? Comment sont-ils revenus? Sont-ils bien surveillés par nos services de renseignement? Comptez-vous mettre en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour traduire les djihadistes français en justice et les mettre hors d'état de nuire? Que comptez-vous faire de ces enfants et adolescents partis avec leurs familles ou nés en Moyen-Orient, qui ont connu l'horreur ou parfois commis les pires atrocités? Souvenons-nous que près de 240 de nos compatriotes ont déjà perdu la vie dans les attentats commis sur notre propre sol. Vous devez aux Français la protection à laquelle ils aspirent légitimement. Vous devez aux Français une action résolue, impitoyable et sans merci. L'avenir de notre civilisation est en jeu. N'attendons pas le pire pour agir. Je vous remercie de nous éclairer sur les actions que le gouvernement entend mener pour lutter avec la plus grande efficacité face à cette nouvelle étape de notre guerre contre le terrorisme. Je vous remercie. Merci. La parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Darcos, oui, vous avez raison. Le combat contre le terrorisme est notre priorité. Il est la priorité du gouvernement, mais il est notre priorité commune. Aujourd'hui vient de rentrer en vigueur la loi que nous avons adoptée ensemble pour combattre le terrorisme. Et je remercie les sénateurs d'avoir permis dans la CMP que cette loi soit adoptée. C'était évidemment la manifestation de notre volonté commune de lutter contre le terrorisme, quelle que soit notre sensibilité politique. Pour ce qui concerne les returnees, aujourd'hui nous en dénombrons 244, très exactement 178 hommes et 66 femmes, 58 mineurs. Parmi les majeurs, la plupart d'entre eux sont sous main de justice. Très exactement, 120 hommes sur les 178 returnees ont été écroués, sont aujourd'hui en prison. Les autres sont suivis par la DGSI. Évidemment que pour nous, c'est une extrême attention. Parmi les femmes, 14 femmes sur les 66 returnees sont aujourd'hui écrouées et les autres sont également suivies par la DGSI. Quant aux enfants, sur les 58, la plupart d'entre eux ont moins de 12 ans et nous les suivons évidemment avec la justice de manière à leur redonner un autre horizon. Vous avez raison, il s'agit d'un combat global, d'un combat de civilisation. Nous sommes pour la liberté des femmes et des hommes dans le monde, pas pour le retour à des théories barbares et primitives. Madame Darcos, merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Mais j'insiste sur ce qu'attendent nos concitoyens, nous assurer de judiciariser toutes ces familles, ne surtout pas les traiter collectivement, mais individuellement par des psychologues agréés, et les assigner à demeure peut-être loin de chez eux, justement. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Monique Lubin pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Les Landes, comme d'autres départements du sud-ouest de la France, ont été durement impactés par 2 phases consécutives de grippe aviaire. Des centaines de producteurs de palmipèdes et de volailles ont souffert
et souffrent encore face à cette crise d'ampleur inédite. La filière tout entière, de l'amont à l'aval, est concernée. Cela représente sur le territoire landais plus de 5 000 emplois. Si un certain nombre d'aides ont été apportées sous le gouvernement précédent par l'État et par l'Europe, un problème majeur subsiste. La date de fin du vide sanitaire a été arrêtée au 29 mai 2017. Les pertes d'exploitation sont donc couvertes jusqu'à cette date, mais cette date ne peut être que théorique. En effet, l'ensemble de la chaîne ayant été touchée, y compris les fournisseurs de reproducteurs et de canetons, les élevages ne reviennent en fonctionnement que petit à petit sur plusieurs semaines. Il faut donc prévoir une couverture des pertes d'exploitation qui va au-delà du 29 mai. Une mobilisation de la filière, mais aussi de plus de 200 élus, a eu lieu le samedi 14 octobre. Parce que nous devons soutenir des familles qui vivent aujourd'hui des situations très compliquées et parce que la filière agroalimentaire est une des principales richesses de notre département. À l'occasion des fêtes de fin d'année, j'espère que nombre d'entre vous dégusteront du foie gras, mais d'excellence particulièrement ancrée dans notre tradition culinaire et gastronomique. N'oublions simplement pas que pour maintenir la production de ce qu'Henri Emmanuelli appelait le pétrole des Landes, et par là même les 5 000 emplois induits, il faut soutenir les producteurs et la filière dans son ensemble. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, si l'ouverture du dispositif d'indemnisation de l'aval de la filière palmipède vient d'être annoncée pour 2016, nous attendons une réponse claire sur l'indemnisation des producteurs au-delà du 29 mai 2017. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Agriculture, pour vous répondre, Monsieur Stéphane Travert. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Monique Lubin, je connais parfaitement la mobilisation à la fois des élus du territoire et en particulier de celui des Landes et la mobilisation de toute une filière qui souhaite que cette filière puisse continuer à travailler. Et je voudrais ici être parfaitement précis sur les aides qui ont déjà été versées et le calendrier de ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Concernant la crise de 2007 H5N8, les paiements pour indemniser les abattages préventifs subis dans les élevages sont pratiquement achevés aujourd'hui pour 13 millions d'euros. En parallèle, le dispositif qui permet le versement d'une avance de 50% sur les pertes de non-production dans les zones réglementées a débuté à la mi-juin, est en cours de règlement sur 95% des dossiers. Et comme je l'avais annoncé le 23 juin dernier, une seconde avance de 20% a été octroyée et les paiements ont démarré depuis la deuxième quinzaine d'octobre. S'agissant du maillon sélection et accouvage, un nouveau dispositif qui permet la prise en charge des pertes par les accouveurs est déployé depuis le début du mois d'août et les paiements devraient intervenir pour eux à partir du mois de novembre. Et concernant, parce que c'est aussi votre question, la prise en charge des pertes indirectes, ce sujet est parfaitement identifié au ministère. J'ai eu l'occasion de recevoir à la fois la filière professionnelle, notamment le CIFOG. J'ai reçu un certain nombre de parlementaires sur ce sujet et j'ai demandé à la Commission européenne de pouvoir tenter une médiation pour savoir si nous sommes dans la capacité à pouvoir ouvrir une indemnisation sur ces pertes indirectes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de retour particulier, mais nous essayons d'avancer et de trouver des solutions pour que nous puissions faire en sorte que ces pertes indirectes puissent être je dirais, reconsidérées et que nous puissions venir en aide à la filière qui en a bien besoin. Et puis, il faut aussi saluer des opérations positives et notamment la France a retrouvé son statut indemne sur l'influenza aviaire, ce qui a permis au Japon de réouvrir son marché aux produits de volaille et aux produits comme le foie gras. Et je m'en réjouis bien évidemment pour l'ensemble de la filière du Sud-Ouest. Merci. Bien, la question est maintenant au président Philippe Madneau. Pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame Gourault. Ayant assisté dans mon département à la réunion de synthèse des conférences territoriales, j'ai pu constater qu'une question était prioritairement évoquée par les présidents d'intercommunalités et qui concerne le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunal. Certaines, en effet, se voient privées de tout autofinancement avec des prélèvements qui sont extraordinairement importants. Pour des communautés de 5 000 habitants, ça peut aller jusqu'à 250 000, 300 000 euros. Vous voyez ce que ça peut donner.
Il n'est pas question de nier l'intérêt des solidarités territoriales, ni de vous accuser de mauvaises décisions. Je sais que votre gouvernement n'est pas à l'origine du FPIC, il a été créé en 2012. Simplement, ce qui était supportable en 2012 à 150 millions d'euros ne l'est plus à 1 milliard d'euros en 2017. Surtout, ce qui révolte les intercommunalités rurales, contributrices en majorité au profit des intercommunalités urbaines, c'est l'application du coefficient qui varie de 1 à 2. Vous avez bien entendu, mes chers collègues, qui varie de 1 à 2 en fonction du nombre d'habitants, au motif que plus il y a d'habitants, plus il y a de charges. Cette analyse n'est pas avérée, est contraire à la réalité et à l'équité républicaine. Nos concitoyens en milieu rural ont d'autres charges. Ils doivent prendre leur voiture pour tous les services qu'ils doivent trouver ailleurs que dans leur commune. Madame la ministre, si on ne veut pas exacerber les clivages entre milieu rural et milieu urbain, il faut revenir sur ce coefficient de 1 à 2 qui est injuste et injustifié. Ma question est donc simple. Allez-vous prendre des mesures pour revenir à l'équité? Pour vous répondre, la parole est auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Philippe Abneau, vous avez effectivement rappelé que le FPIC a été créé par la loi de 2012. C'est le premier mécanisme de péréquation horizontale dans un contexte où on venait de supprimer la taxe professionnelle. Il faut le rappeler, c'est important, je crois. Chaque année, il y a un bilan qui est fait du FPIC, qui est présenté au Parlement, qui va être présenté en novembre. Et nous en tirons plusieurs bilans. D'abord, la refonte de la carte intercommunale, qui était quand même une grande interrogation, et les effets sur le FPIC, a montré que la situation était à peu près inchangée entre 2016 et 2017, puisque 93% des ensembles intercommunaux voient leur situation identique. Deuxième point à noter, c'est que 59% des territoires sont bénéficiaires du FPIC en 2017. Je veux dire bénéficiaires nets, contre 53% en 2016. Troisièmement, je voulais rappeler que nous avons aménagé pour les calculs qui étaient faits sur la base de ressources consolidées, d'effets anti-péréquateurs, si je puis dire. Nous avons mis des mécanismes qui permettent de traiter la question commune riche dans un ensemble intercommunal pauvre et vice-versa. Je signale aussi que l'existence des mesures dérogatoires sont de plus en plus utilisées par les élus, c'est-à-dire à l'intérieur d'une intercommunalité. On décide à la majorité qualifiée de modifier la répartition du FPIC et c'est de plus en plus utilisé. Je voulais vous dire enfin que l'analyse de la répartition montre que le FPIC favorise globalement les ensembles intercommunaux de petite taille, c'est-à-dire ruraux, et met globalement à contribution les intercommunalités urbaines. C'est la raison pour laquelle, dans le budget 2018, le gouvernement, dans un souci de lisibilité, de solidarité, de maintenir le FPIC à hauteur de 1 milliard d'euros. Monsieur Adneau, vous avez été éclairé. Madame la ministre, vous venez de terminer votre propos avec quelque chose qui est totalement inexact. Je connais les chiffres, j'ai lu le rapport et je peux vous dire que, évidemment, avec ce coefficient de 1 à 2, plus il y a de population, ça divise par 2 les ressources qui sont regardées. Vous ne pouvez pas nous dire ensuite que ce sont les petites communes rurales qui sont bénéficiaires par rapport au monde urbain. C'est totalement inexact et je vous demande de publier les chiffres pour que tout le monde soit au clair sur le sujet. Et je vous dis que nous en reparlerons parce que c'est totalement injuste et c'est une question qui ne pourra pas rester en l'état. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous remercie. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité auront lieu le 9 novembre. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h50
pour la suite de notre ordre. Voilà, pour les questions d'actu, vous venez de les suivre en direct sur Public Sénat. On va tout de suite retrouver Tam Tranui qui a suivi cette séance pour nous depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, qu'avez-vous retenu aujourd'hui? Eh bien, j'ai tout d'abord retenu cette bataille sémantique sur l'université entre le sénateur Les Républicains Jacques Grosperrin et le Premier ministre Édouard Philippe. Jacques Grosperrin qui s'est demandé pourquoi le gouvernement n'emploie pas les mots de prérequis de sélection et qui craint que l'exécutif soit en train de féminiser, a-t-il dit, son projet sur l'université. Réponse d'Édouard Philippe, c'est aujourd'hui que la sélection a lieu. Une sélection massive par l'échec, une sélection injuste par le tirage au sort et qui a préféré utiliser, lui, les termes d'orientation, les termes d'information pour parler des élèves et des étudiants. Effectivement, imprudence dans le vocabulaire avec des mots plutôt employés par la gauche. Autre moment très intéressant, ce double échange qu'il y a eu autour de la question des rythmes scolaires, puisque Jean-Michel Blanquer a d'abord eu à répondre à la sénatrice socialiste Françoise Cartron, qui avait d'ailleurs mené une mission sur le sujet, et il l'a plutôt rassurée en disant qu'il y avait bien le maintien d'un fonds de 237 millions d'euros pour les rythmes scolaires. En revanche, notez que Jean-Michel Blanquer a été attaqué, toujours cette question des rythmes scolaires, par le sénateur Les Indépendants Joël Gariot, preuve que les indépendants au Sénat, ce n'est pas vraiment les constructifs. Joël Gariot qui était à l'attaque, qui a estimé qu'il y a de très grandes inégalités territoriales sur les rythmes scolaires entre les communes à 4 jours, celles à 4 jours et demi, entre les activités payantes à certains endroits, gratuites à d'autres. Jean-Michel Blanquer a lui demandé de sortir de cette polémique, je le cite, complètement dépassée. 4 jours et 4 jours et demi, cela n'a aucune incidence sur les résultats scolaires, et de plaider pour la liberté et le pragmatisme. Et sachez que d'ailleurs, alors Jean-Michel Blanquer a été très largement applaudi sur les bancs de la droite. Notez enfin cet échange apaisé sur la question du retour des djihadistes avec cette question de Laure Darcos, sénatrice LR, et c'est Gérard Collomb qui est intervenu, qui a donné les chiffres sur le suivi aujourd'hui des djihadistes en France et qui a tenu à rendre hommage au Sénat qui a voté la loi antiterroriste qui entre en application justement ces jours-ci. Sachez que Gérard Collomb s'exprimait dans le contexte de cette grande polémique soulevée par Laurent Wauquiez qui veut, lui, l'enfermement de tous les djihadistes de retour en France. Merci à vous, Tam. Et on continue les réactions à cette séance avec vous, Michaël Zamès. Vous êtes avec Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. Absolument, Nicolas Hulot. On a appris que les Nations Unies ont annoncé que la bataille des 2 degrés, très importante pour le climat, était presque perdue. Est-ce que c'est une forme de résignation que nous avons aujourd'hui face à l'écologie ? Non, il faut que ça provoque plutôt une ambition, une réaction, mais surtout pas une résignation. Tout ça confirme que la fenêtre d'opportunité, elle se réduit de jour en jour. Et à chaque fois que, en tout cas en ce qui me concerne, je propose quelque chose pour rehausser nos ambitions, il y a toujours des forces de rappel qui tirent vers le bas. Je revois simplement la loi hydrocarbures, qui est une contribution parmi d'autres, pour commencer à se mettre en ordre de marche pour s'affranchir des énergies fossiles qui sont l'ennemi des changements climatiques. Il y a toujours 1000 bonnes raisons pour essayer de faire moins. Sur la transition énergétique, en ce moment, au niveau européen, il y a des choses qui se discutent sur des objectifs d'énergie renouvelable. Moi, je veux avoir des objectifs contraignants. Et évidemment, il y a toujours de bonnes raisons de ne pas mettre des objectifs contraignants. Donc, il faut que chacun comprenne qu'on rentre dans une phase décisive. Et que soit on est déterminé, soit on est ambitieux, et on peut encore reprendre la main, soit on continue en permanence à faire des compromis vers le bas, et on va perdre la main. Et les conséquences, je ne sais pas si chacun a bien en tête ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans un scénario totalement irréversible. Regardez simplement ce qui s'est passé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. On a été dépassés. Dépassés parce qu'à un moment ou à un autre, la nature nous dépasse. Et donc voilà, je ne sais pas ce qu'il faut dire de plus pour qu'on se retrouve au-delà de nos différences politiques en tirant les choses vers le haut, parce que les coûts humains et les coûts économiques vont tellement nous affecter en profondeur s'il n'y a pas un sursaut positif et constructif, que tout ce qui a de l'importance à nos yeux sera sapé par les conséquences des changements climatiques. Ce sera l'appel que vous pourrez lancer lundi à Bonn ? Alors, ça sera le message qu'on va lancer évidemment avec le président à la COP 23. Ça sera le message qu'on va répéter, amplifier, mais avec des leviers d'action au sommet du 12 décembre.
nous rentrons dans une phase décisive. Et donc, soit nous assistons en spectateurs informés à l'évolution et à la gestation de notre propre tragédie, soit enfin nous prenons notre avenir en main. Mais pour ça, encore une fois, pardon de le dire, mais ne faisons plus aucune concession. Et retrouvons-nous au moins sur cet objectif-là. Ça vous rend toujours aussi combatif? Non, mais ça me rend combatif tant qu'on a la main. Mais on n'aura pas longtemps. Voilà, on a encore les cartes en main. Et il y a un moment où elles nous auront échappé. Et c'est drôle parce qu'on a une mémoire collective qui est de plus en plus courte. Au lendemain de Fukushima, sur le nucléaire, tout le monde avait compris qu'il fallait peut-être être un peu prudent. Au lendemain de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, tout le monde s'est rendu compte que quand la nature décide de nous parler, on est un peu dépassé par les événements. Et j'aimerais bien qu'on tire au moins des leçons et notamment qu'on entende les messages que la nature nous envoie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est une sorte de cri d'alarme donc de la part du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Merci beaucoup, Mickaël. On continue l'analyse et le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Iacovelli. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. François Grosdidier est également sur ce plateau, sénateur Les Républicains de la Moselle. L'état d'urgence prend fin ce soir. Xavier Iacovelli, c'est la loi antiterroriste qui va prendre le relais demain. Est-ce que vous pensez qu'avec cette loi, ça a été rappelé, qui a été votée au Sénat, mais aussi avec un accord en CMP, la sécurité des Français est vraiment garantie ? Moi, par principe, je ne suis pas favorable à ce qu'un état d'exception se perdure dans un état de droit. Je pense que l'état d'urgence avait peut-être vocation à continuer sur un certain temps, mais il ne devait pas s'arrêter pour mettre la majeure partie des dispositions de cet état d'exception dans notre droit. Donc la première des nécessités, c'est de garantir la sécurité des Français. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'avec les dispositions de cette loi antiterroriste, ça soit le cas. Ouais. À votre avis, François Grosdidier, est-ce qu'on a inscrit dans la loi certaines mesures qui relevaient de l'état d'urgence? Ça revient à créer un état d'urgence permanent? Non, ça revient à adapter notre droit à la menace actuelle. Le problème, c'est que nous sommes pour la première fois dans cette situation dans l'histoire de France. Avant, nous connaissions la guerre. Ça durait au maximum 4 ans. Et nous étions en état de guerre. Et effectivement, à ce moment-là, le pouvoir était aux militaires. Et puis, nous avions la paix, qui nécessitait parfois des états d'urgence, mais c'était très court. Et là, nous sommes engagés dans une forme de guerre hybride, dans laquelle ce n'est pas la guerre, mais ce n'est pas non plus la paix. Et dans lequel les armes de droit commun, de temps de paix, s'avéraient insuffisantes. Alors nous sommes allés, notamment au Sénat, au plus loin de ce que permettait le droit constitutionnel pour permettre une lutte la plus efficace possible contre le terrorisme. Nous n'avons pas toutes les armes dont nous disposerions en temps de guerre. Nous sommes allés au plus loin de ce qui est permis en temps de paix. Oui. Mais est-ce que c'était une erreur d'arrêter l'état d'urgence, selon vous? Vous ne pouvez pas, effectivement, l'état d'urgence, par définition même, est un état provisoire qui ne pouvait pas durer indéfiniment. Il aurait peut-être fallu le prolonger. On a considéré qu'on pouvait pas le faire indéfiniment, mais dans ce cas-là, il fallait impérativement modifier notre droit pour pouvoir continuer à disposer de précieux outils juridiques pour l'efficacité de la lutte antiterroriste. Ouais. Je voudrais vous entendre, Xavier Iacovelli, sur la question du retour des djihadistes également. On sait qu'il y a eu cette question de votre consoeur, Laure Darcos, au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Laurent Wauquiez estime qu'il faut une incarcération systématique de tous les Français qui ont combattu aux côtés de Daesh en Syrie. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Moi, je pense que la priorité, c'est la sécurité des Français. Donc, le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il y avait 244 djihadistes sur le retour, dont 58 enfants. Il faut effectivement avoir un traitement différent entre les enfants, qui sont la plupart moins de 12 ans, et les adultes qui sont de retour sur le sol. Ils ont quand même une démarche d'atteinte à notre sécurité. Donc je pense qu'il faut avoir un isolement préventif, pas dans le cadre de nos prisons
pour éviter de radicaliser les autres détenus. Mais je pense qu'il faut avoir un isolement préventif et qu'il soit jugé en France par la justice française. Je pense que c'est indispensable et qu'on ait un traitement différent effectivement pour les mineurs je pense que rien n'est perdu pour ces mineurs de moins de 12 ans. Avant de vous donner la parole, François Grosdidier, une réaction avec vous, Michaël Zamès. Vous êtes avec Samia Ghali, sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Oui, qui connaît bien les questions de sécurité dans sa ville de Marseille. Samia Ghali, la sécurité intérieure, c'est une question importante. Ce soir, l'état d'urgence prend fin. La loi antiterroriste rentre en vigueur donc à partir de ce soir. Est-ce que vous estimez que les Français sont plus en sécurité ou on aurait dû garder l'état d'urgence? Écoutez, moi, la semaine dernière, j'avais posé une question sur la question de la sécurité, notamment sur Marseille, où nous avons perdu sur Marseille. Nous avions 3 compagnies de CRS, il ne nous en reste plus qu'une, on en a perdu 2, 100 policiers en moins sur la ville. Donc pour moi, la sécurité, c'est ça. C'est d'abord combien d'effectifs, quels moyens nous donnons à la police pour qu'elle puisse travailler le plus facilement possible et dans de bonnes conditions. C'est d'abord ça, et c'est vrai que la sécurité intérieure, c'est au quotidien, que ce soit l'état d'urgence ou pas. Mais en tout cas, si on enlève l'état d'urgence, il faut se donner les moyens qui sont au moins égaux. Il y a une question qui vous intéresse également dans la ville de Marseille. Vous avez rencontré à l'instant la ministre de la Culture pour demander un décret d'utilité publique sur des fouilles, notamment dans le secteur de la corderie. Qu'est-ce que vous a dit la ministre? Écoutez, on a eu une discussion, une réunion de travail, elle et moi, tout à l'heure, avant les questions au gouvernement, où je lui ai fait part, on l'avait lu, mes propos, où je m'indignais de la situation aujourd'hui des friches, enfin des fouilles de la corderie. Elle a entendu ma demande. Aujourd'hui, nous avons essayé de travailler ensemble sur une piste de sortie qui serait, de mon point de vue, bien pour tout le monde. La première chose, c'est qu'on classe au patrimoine ces fouilles, déjà d'une. Ensuite, il y a des colonnes qu'il faut déplacer pour les protéger. Et bien sûr qu'on se donne des moyens pour que les Marseillais puissent avoir et connaître l'histoire de tout ce que nous avons trouvé là sur la corderie et préserver le patrimoine. Je vais dire juste une chose, c'est que tout ce travail, normalement, c'est doit être le maire de Marseille qui doit le faire. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le maire de Marseille ne s'intéresse pas à l'histoire de sa ville, lui qui était un ancien prof d'histoire. C'est un peu dommage. Merci beaucoup, message est passé en tout cas. Voilà pour les réactions salle des conférences, Delphine. Merci Michaël. Retour en plateau, François Grosdidier, on évoquait cette question des djihadistes, de ces femmes et de ces enfants qui sont en Syrie. Ils demandent à revenir pour être jugés sur le territoire français. Il faut qu'ils soient jugés en France ? Je ne pense pas nécessairement à partir du moment où ils ont été en intelligence avec une puissance ennemie et ennemie de la France. Donc aujourd'hui on les reprend, ils doivent effectivement être jugés. Je souhaite, ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'ils soient en prison et il est temps d'avoir des prisons dédiées pour ce type de délinquants, comme d'ailleurs pour d'autres délinquants qui sont des délinquants sexuels, effectivement pour qu'ils soient isolés des autres détenus, mais qu'ils soient détenus malgré tout parce qu'ils représentent un danger pour la société. Cela reste à faire. Bien des solutions concrètes et rapides sur ce sujet parce que celle des djihadistes ne peut pas attendre. Alors on nous dit qu'ils sont sous surveillance quasi permanente. Le ministre de l'Intérieur doit savoir s'il y a les forces de l'ordre nécessaires ou pas pour le faire et si elles sont déployées. J'espère effectivement qu'il aura raison et que nous n'aurons pas à déplorer de nouveaux attentats de la part de djihadistes de retour des théâtres d'opération. Xavier Iacovelli, on va parler d'un autre sujet qui concerne le Sénat, c'est la révision constitutionnelle. On croyait qu'elle était enterrée et on apprend qu'il y a finalement un rapprochement entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron. Ça serait sur une bonne voie. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, pense que cette réforme peut être adoptée avant 2018. Qu'en disent les socialistes? Est-ce que vous sentez écarté des discussions ou des négociations sur ce thème? Oui, la garde des Sceaux l'a même affirmé. Cette réforme sera votée en 2018. Est-ce qu'elle a dit sur votre plateau cet après-midi, ce matin, voilà. Alors nous, pour l'instant, nous ne sommes pas associés. En tout cas, nous n'avons pas encore eu cette discussion au sein du groupe socialiste, puisque les discussions, pour l'instant, sont uniquement avec le président Larcher. Moi, sur les premiers éléments que nous pouvons avoir sur cette volonté de réforme. Alors, réforme constitutionnelle, ça me paraît toujours un peu un grand mot vu les propositions qu'il y a dedans. Moi, je ne comprends pas par contre l'attitude... Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir selon vous? On sait que Gérard Larcher, par exemple, est défavorable au cumul des mandats dans le temps. Eh bien justement, je pense qu'on n'a pas la même ligne rouge avec le président Larcher. Et d'ailleurs, je ne comprends pas l'attitude de la droite sénatoriale. Alors, je ne sais pas si c'est l'avis de toute la droite sénatoriale, mais en tout cas du président Larcher sur ce sujet.
projet qui est plutôt favorable à une diminution du nombre d'élus, du nombre de sénateurs et de députés, mais par contre met un veto au non-cumul dans le temps. Et je pense que c'est ça, en fait, la bonne réforme. C'est le non-cumul dans le temps, c'est ce qu'en tout cas les Français attendent et demandent pour le renouvellement de la classe politique, alors que justement la diminution du nombre d'élus coupe petit à petit les élus du terrain, de la proximité, puisque lorsqu'on est élu... c'est l'argument de Gérard Larcher, justement, sur cette question du non-cumul dans le temps. Il dit que cela va couper le lien entre État et territoire. Ce qui prouve bien la différence entre la droite et la gauche. Écoutez, si les Français sont contre le cumul dans le temps, c'est pas compliqué. À un moment, ils votent plus pour l'élu qui a déjà fait 2 ou 3 mandats. Jusqu'à présent, quand un élu, quand un maire, quand un conseiller général, quand un parlementaire avait consacré toute sa vie au service de la collectivité, jusqu'à présent, on lui a accroché la médaille d'honneur communale, départementale ou régionale, parfois même Donc vous êtes sur la même ligne que Gérard Larcher, Et aujourd'hui, des gens, souvent ceux qui d'ailleurs ne font rien pour les autres de leur vie, considèrent qu'il est immoral de faire 3 mandats consécutifs. On n'a effectivement pas la même notion de la morale en politique. Pour nous, consacrer sa vie au service d'eux autres est un acte éminemment moral. Le Sénat Emmanuel Macron pourra compter sur le Sénat pour faire adopter sa révision constitutionnelle ? Eh ben, ça dépendra de ce qu'il y a dedans et le président du Sénat en discute actuellement avec lui, je crois. Et on espère que les sénateurs seront associés à cette discussion. Merci Xavier Iacovelli. Merci à tous les deux d'avoir été en direct sur Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous et à jeudi 15h.